semaine, on prend un shoot avec toi. Donc, Ouais, donc, on est drogué. On n'a pas 2 ans pic, mais bon, ça marche aussi. voilà, super, d'accord, ouais, je suis content, ça veut dire que je me disais, ça serait le cours de la semaine dernière sur le cours de lundi sur l'histoire du converti, etc., est-ce qu'on lui pardonne ses fautes et tout ça, ça reste, j'en sais rien. Après, j'ai étudié ça avec des mecs qui sont convertis, tu vois, et c'était à qui m'avait demandé juste, avec qui parce qu'il y a l'autre groupe, dedans, il y a des convertis. Et je sais pas, j'ai l'impression que pour eux aussi, en fait, la relation à la vie avant la conversion, c'est pas simple, tu vois. C'est complètement, c'est bizarre. Ça veut dire c'est compliqué. La relation même, je pense. Après, à la culpabilité, c'est encore une autre histoire, tu vois. Je sais pas. C'est tout ça pour moi, j'en sais rien. Et cette histoire Oui. du jugement du Beddin, le jugement par rapport à Hachem, ce qui est différent, des choses comme ça. Ah non, non. Je sais pas. Ah, whatever, dis, on va passer. Je vais pas, comment dire, épiloguer sur ça. Je pense que la conversion, ça reste quelque chose de. Et surtout, moi aussi, ce C'est que je un veux. truc sur lequel on reviendra. C'est sûr qu'on reviendra là-dessus. C'est un sujet tellement Ouais. énorme. Ouais, je pense que le point sur lequel l'idée qu'il fallait que la seule idée intéressante que j'ai dit là-bas, c'est là qui était nouvelle, c'était de dire voilà comment est-ce que la relation, puisque la raison pour laquelle on dirait que les fautes elles sont pardonnées, c'est parce que c'est comme un enfant qui est né aujourd'hui. Et en fait, cette même idée, c'est ça ce qui est utilisé pour permettre aux convertis, d'après la Torah, selon les Midrashim, quoi, de se marier avec de perdre, si tu veux, tous ces liens familiaux, quoi. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose déjà aussi à réfléchir sur la corrélation entre le fait de perdre ses attaches familiales et le fait d'être nettoyé de toutes ses fautes, quoi. Puisque c'est le même principe. C'est la Gemara, elle utilise, ça veut dire les Midrashim, en tout cas ceux qui pensent comme ça, ils utilisent le même principe de Ketinok Shenolad, c'est comme un enfant qui est né, et ça serait la même idée qu'il s'est créé lui-même, tu vois, qu'il s'est créé. Et donc, en fait, il n'a plus de relation dans sa conversion, c'est une recréation qui vient de zéro, qui pardonne toutes ses fautes et qui en même temps coupe ses relations familiales comme s'il n'est plus le fils de ses parents, etc., quoi. Donc, voilà, j'en sais rien. Pour moi, déjà, ça, c'est déjà étrange. C'est pourquoi est-ce que. Et ça, on le retrouve déjà dans le Midrash avec Abraham Avinu. C'est pour ça que ça, c'est déjà beaucoup marqué. Ça, on le retrouve dans les Midrashim, dans l'Aftara, qu'Abraham, il s'est recréé lui-même. C'est pour ça qu'il a dû laisser son père vieux à Haran, alors mourir seul. Ça faisait partie, en fait, d'abandonner sa famille, quoi. Ça veut dire, il y avait comme une sorte de. Le fait de nier ses origines, c'est une manière de se recréer soi-même, etc. Tu vois, c'est de déracinement, quoi. Et c'est en soi quelque chose qui nettoie de la faute, tu vois. En fait, ça serait l'idée de la galoute, tu vois, de l'exil. En fait, si on veut, il y a ça avec la conversion. En fait, je pense qu'il y a un lien avec l'exil, qui est que dans le judaïsme, on dit l'exil, elle pardonne les fautes. Et c'est en soi très étrange, tu vois, parce que voilà, parce que c'est discutable. Je veux dire, c'est super discutable. Parce que je veux dire, tu vois, ça veut dire quand tu vois si tu veux ce que l'exil ça a fait, ça veut dire ce que ça fait quand tu regardes, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, l'immigration en France, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire que tu vois, je sais pas si on peut parler d'exil, mais c'est quand même un exil. Moi, je veux dire, moi, la chose qui m'avait choqué, et en fait, moi, je retrouve beaucoup la même chose chez les Juifs, sur certains Juifs, en tous les cas. C'est moi une chose qui m'avait choqué, c'est quand j'avais été comment ça s'appelle, à l'île, à Djerba et tout ça, etc., que j'avais vu les Arabes là-bas. C'est que c'est incroyable comment est-ce que les Arabes dans les pays arabes, ils sont en fait normaux, quoi. Et tu vois, ça veut dire c'est que quand ils arrivent en France, tu vois que ça veut dire c'est complètement, tu vois, ils perdent complètement. Ça veut dire ceux qui perdent la tête, c'est beaucoup la France. C'est-à-dire c'est le fait qu'ils sont pas dans leur pays, dans leurs racines et tout ça, que ça les déstabilise. Et donc, mais moi, je me rappelle très bien que quand j'étais parti, quand nous, les Français, ils sont partis à Getsed, à la Yeshiva, c'était la même chose. Ça veut dire tous ceux qui faisaient les cons à la Yeshiva, c'était les Français, quoi, parce que ça veut dire parce que c'est les Israéliens, les Français, parce que comme les autres, ils avaient leur famille à côté, etc. Même s'ils étaient à la Yeshiva, ils étaient tout ça, donc tu vois, ils se sentaient encadrés dans leur milieu, quoi. Les autres, tu vois, pour eux, c'était tu vois, ça veut dire. C'était comme les loups dans la bergerie, surtout avec les Anglais qui étaient d'une naïveté incroyable, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais j'en sais rien, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est pour ça que je ne sais pas en quoi l'exil, ça serait un pardon, mais tu vois, ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas, tu vois,
je sais pas, tu vois, c'est un peu ce que, et c'est une des choses, après, j'arrête de parler de ça, mais c'est une des choses qui a été critiquée sur l'antisémitisme beaucoup, c'est le fait, en tous les cas d'avant la guerre, etc., c'était comme c'est un peuple d'apatrides et d'exilés, en fait, c'est un peuple sans racines, donc c'est un peuple sans valeur, quoi. Et je pense, tu vois, ça veut dire ce qui est super étrange, ce qu'on voit dans l'histoire de la conversion, qu'on voit dans le judaïsme et tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'on trouve une sorte de revalorisation du déracinement et une capacité à se recréer, à, tu vois, nettoyer toutes les fautes, à, tu vois, une renaissance, etc., quoi. Et c'est, j'en sais rien, tu vois, c'est sur la même manière. Et tout ça, ça a été, c'est ce que les Juifs américains, ils ont amené aux États-Unis avec l'histoire du rêve américain et tout ça, quoi. Ça veut dire, mais ah non, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est même avant les Juifs, même, tu vois, je pense que même, tu vois, les pères fondateurs américains et tout ça qui avaient foutu la Magen David et compagnie dans le dollar et tout, ça veut dire que c'est parce que pour eux, c'était cette idée-là, c'est on va renaître de zéro dans l'exil ou dans, tu vois, c'était une conversion pour eux, tu vois, un truc comme ça, mais tu vois, en coupant les racines avec une virginité historique, etc. Et d'un côté, on voit ça, je sais pas, c'est pour ça, il y a quelque chose, tu vois, tu vois, ça veut dire dans la virginité historique, j'arrête de parler de ça, mais ça veut dire, je pense qu'il y a quelque chose à regarder, ça serait là-dedans, tu vois, c'est dans la virginité historique, dans le fait, tu vois, dans cette mentalité américaine qui est de se voir toujours non coupable ou comme un enfant qui est né aujourd'hui, tu vois, ça veut dire, on sent qu'il y a quelque chose de sain là-dedans, ça veut dire, parce que au fond, ils font quand même moins de conneries que les Européens, tu vois, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, ouais, moi je pense, tu vois, ça veut dire, bon, c'est difficile à juger, mais j'ai l'impression, je sais pas. Il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a un côté positif, un côté négatif. C'est sûr qu'il y a un côté, ils font n'importe quoi, grosso modo, mais d'un autre côté, tu as l'impression qu'ils ne s'enferment pas dans des discours, dans des trucs, dans des machins. Ils sont vachement plus pragmatiques par rapport à une. Ouais. C'est vrai que l'Amérique, enfin les US, ça fait penser à une conversion. En fait, les gens restent ce qu'ils sont, mais il y a une suridentité américaine que tout le monde adopte dans les 20 secondes où ils arrivent, quand on leur donne le moindre papier, le moindre raison de rester. Le mec est américain et il met ça au-dessus de beaucoup de choses, quoi. Même s'il garde son truc. Et c'est vrai que c'est peut-être une sorte de conversion à quelque chose. C'est depuis le début, c'est comme ça. C'est un pays des migrants, Oui. mais qui a été comme, si tu veux, on voit bien que ça veut dire, ça a été presque conscient, quoi, de la part des pères fondateurs. Mais et dans cette conversion, tu vois, c'est un pays de convertis, quoi, si tu veux. Voilà, c'est un pays de convertis. C'est vrai, parce qu'il y a tous les missionnaires, ils sont là-bas. C'est que ça, c'est que ça. Ça veut dire qu'il y a des conversions à toutes les modes possibles et imaginables. Ça veut dire, quand ça dit la conversion au fitness, tout le monde est dans le fitness. La conversion à la drogue, tout le monde est à la drogue. Conversion à je sais pas quoi, tout le monde y va dedans. Conversion à l'IA, tout le monde à l'IA. Au Bitcoin, tout le monde sur la Bitcoin. Ça veut dire, tout le monde saute sur la dernière dernier truc. Mais là, c'est sûr, ça pays de converti. Ça veut dire c'est le pays de la conversion, en fait, les États-Unis. C'est sûr, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, c'est ça. En fait, je veux dire, je pense que cette idée-là, elle-même, elle est, tu vois, cette histoire qu'on dit que c'est comme un enfant qui est né aujourd'hui, et que, en même temps, c'est ça ce qui lave toutes les fautes, puisqu'on dit, tu vois, l'idée, c'est de couper la relation filiale et en même temps, tu vois, d'avoir une sorte de rédemption de quelque chose, en fait, mais qui est non possible. Si c'est un pays de self-made man, si tu veux, voilà, tu te recrées toi-même. Bon, c'est un peu l'idée, on va dire, c'est un peu l'idée de l'homme qui se prend quand même pour un dieu, c'est-à-dire il se débarrasse de tout déterminisme. L'Europe, elle est marquée justement par son déterminisme, donc elle arrive pas à sortir de là. C'est encore, on va dire, elle est encore sous des critères de l'Occident, on va dire, ancien, ou voilà, qui court, qui est victime, on va dire, de son passé en permanence. Donc, moi, ce qui me surprend juste au niveau du judaïsme, c'est que nous, on dit Chadesh Yamenu Kekedem, on veut pas se couper de l'origine, en fait, ou alors a priori, on veut y revenir, ou on veut la renouveler, on veut pas on veut la renouveler ou renouveler des jours comme auparavant. A priori, c'est notre intention, bien qu'effectivement, le juif qui se balade partout en exil, il est obligé de recréer une identité dans les pays où il va. Et donc, il vit comme ça dans cette espèce de double dimension. On voit dans lequel, au niveau de la tradition, c'est peut-être fictif d'ailleurs, complètement fictif, il se relie à une origine, il va lire des textes, des machins qui ont 3500 ans et des trucs comme ça. Il se rebaigne comme si ça venait de sortir hier.
Et d'un autre côté, il adopte complètement, donc il se recrée une culture du côté culturel, etc. Il y a cette dimension double, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que c'est ça qui est le plus résilient, quoi. J'ai l'impression que c'est ça qui est. Je sais pas. Non, je pense que tu dis, c'est ouais, bref, ouais, non, ça c'est sur le juif, c'est sûr. Ouais, j'en sais rien, c'est possible, tu vois, mais c'est-à-dire, ça veut dire, parce que d'un côté, après, ça, j'arrête sur cette histoire-là, mais ça veut dire que, tu vois, parce que dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, il y a plein d'auteurs convertis, tu vois, c'est-à-dire, il y en a, mais c'est les deux, on va dire, les plus connus, qu'on pense que c'est la même personne avec un pseudo, tu vois, il y a un qui s'appelle Ben Bagbag et l'autre qui s'appelle Ben Hehe, je ne sais pas si vous avez vu dans la Mishnah, tu vois, et qu'on dit, tu vois, que justement, c'était comme Hehe, ça serait, voilà, peu importe, mais déjà, c'est bizarre, si soit c'est deux personnes, soit c'est la même personne avec un pseudo, mais déjà, c'est bizarre qu'il a pas ça comme pseudo et tout ça. Mais tu vois, parce qu'il dit à fort bas, va fort bas, ça veut dire retourne là, parce que tout est en elle, tu vois. Et ça veut dire dans la Torah, etc. Et je pense que, voilà, je pense que, en fait, dans l'histoire de la Torah, il y a le rapport, en fait. Je pense au fond, la Torah, c'est un code. Et en fait, ça veut dire, c'est pour ça que tout est en elle. Et ça veut dire, si tu veux, dans la Torah, il y a comme une sorte de renouveau à travers la recherche de l'origine, tu vois, qui est infinie. Et c'est ça le mystère. Moi, je pense que ça, c'est un des grands. Tu vois, je pense que j'en sais rien si je peux dire le mystère, mais pour moi, ça, c'est le plus grand miracle d'Israël, quoi. Ça veut dire qu'on a la Torah. Ça veut dire d'une certaine manière. Je veux dire, tu vois, même des mecs, tu vois, comme BHL, des mecs comme Benny Lévy, des mecs n'importe qui étaient partis complètement à l'ouest, tu vois, et qu'à la base, tu vois, ça veut dire, ça devrait vraiment pas les intéresser et tout ça, etc. Et machin, et blablabla. Et tu vois, ça veut dire, ils ont ouvert un chumash, ils ont ouvert un truc et ça a fait bing, tu vois. Et ça veut dire, et ça va juste fait bing, ouais, ok, on lit assez intéressant et tout ça. Tu vois, ça veut dire, c'est quelqu'un qui vraiment il s'intéresse un petit peu, tout de suite, il va poser plus de questions, il va chercher, il va retourner, il va vouloir dire son truc, il va vouloir se retrouver dedans, etc. Mais je pense que ça, c'est moi, je sais que tu vas dire non, c'est pas vrai, il y a ça dans les autres religions. Mais en tout cas, mais moi, je trouve quand même que c'est quelque chose qui est vachement miraculeux au peuple d'Israël. C'est vraiment que c'est lié à la Torah et que je pense, voilà. Et maintenant, après, tu vois, est-ce que la conversion, ça serait quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, puisque c'est ces convertis-là qui disent ça, etc., on voit Rabbi Akiva la même chose, tu vois, c'est lié beaucoup à la Torah. Je sais pas, tout ça, oui, tu vois, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est surtout l'histoire de l'exil, l'histoire de l'enfant qui est né. Puisqu'on parlait sur la culpabilité de la convertie, l'idée de la renaissance, l'idée tu vois, de couper les attaches comme étant quelque chose de rédempteur. Tu vois qu'après, ça a été repris par la psychanalyse, que c'est quelque chose qui a été repris, tu vois, si tu veux, par les États-Unis, tout ça. Et d'un côté, c'est très bizarre, tu vois, parce que au fond, ça veut dire, on a l'impression que dans les attaches, dans la racine, ça veut dire, il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose de très noble, hein, ça veut dire, si jamais, en fait, si tu veux, dans tous les pays du monde, il y a l'aristocratie, il y a un concept d'aristocratie, il y a un concept tu vois, de noblesse, etc., c'est pas pour rien. Ça veut dire, je pense, parce que c'est-à-dire que je pense que quelqu'un, même si je parle pas même de quelqu'un qui est au niveau je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, si quelqu'un, par exemple, tu vois, ils étaient médecins de génération en génération, ou rabbins de génération en génération, ou même cordonniers de génération en génération, je pense que, tu vois, ça veut dire ça veut dire que la valeur, si tu veux, de la personne et de la valeur de son activité, etc., elle était vachement plus grande que quelqu'un, tu vois, tu vois, ça veut dire qu'il change de métier comme de chemise, tu vois, tu vois, etc., qui choisit son occupation, etc. Je pense, tu vois, il y a quelque chose dans la tradition qui est vraiment très fort, qui est vraiment, tu vois, en fait, presque sacré, tu vois, quelque chose tu vois, de très, tu vois, c'est pour ça que je me dis que c'est ça ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça l'histoire. C'est le rapport aux racines. Je pense que c'est exactement quand je dis que je vois que les musulmans, quand ils sont dans les pays arabes, ils sont vachement mieux que quand ils arrivent en France. Et c'est le déracinement, en fait, ça veut dire et comme on voit ça avec les juifs séfarades, c'est la même chose. Beaucoup de juifs séfarades qui ont commencé à faire toutes les magouilles et tout ça, ils l'ont fait quand ils sont arrivés en France parce que ça veut dire parce que c'était un terreau. Tu vois, ça veut dire ils avaient perdu leur repère. Tu vois, c'est tout. Tu vois, ça veut dire même tous les Français, la génération qui sont avec des goyottes et tout ça, c'est parce que tu vois, ils sont arrivés, ils étaient comme des poissons qu'on a sortis de leur aquarium et tout ça, et qui frétillent comme ça. Et tu vois, c'était pour eux. Il n'y avait aucune. Voilà, c'est tout. Tu vois, donc ce déracinement ne veut pas dire qu'il a été tellement positif. Tu vois, je veux dire, voilà, c'est pour ça, j'en sais rien. Tu vois, il y a quelque chose, je sais pas, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas. Il y a quelque chose, je sais pas. C'est pour ça, c'est ça. Ouais. Il y a deux trucs. D'abord, sur le court terme, c'est vrai que la dernière immigration, elle est toujours un peu dans la violence et tout ça, parce qu'elle prend les places qui sont disponibles, quoi. En fait, s'ils ne réclament pas de diplôme et
Et le contact, c'est de prendre une arme et d'aller braquer quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'une formation très très longue. Et après, et c'est ce qui se passe avec la dernière. Non, mais les Juifs en Amérique, même au début du 20e, il y en a plein dans la pègre et tout ça, quoi. Parce que tu n'as pas besoin de te former, quoi. C'est rapide. Et après, par contre, ils s'intègrent. Mais c'est toujours la dernière immigration qui prend ce boulot-là. Donc, parce que c'est mécanique. Et ça, c'est le premier point. Et je pense que le deuxième point, c'est que je pense que l'exil, c'est sur le long terme, que sur le court terme, effectivement, on a ça, les phénomènes de je m'adapte très rapidement. Donc, je fais les trucs que je peux faire, c'est-à-dire souvent les magouilles et la violence. Et après, je m'intègre. Et c'est ça qui fait donc, c'est la différence entre entre l'individu et le groupe. Et le groupe, il profite de l'exil. L'individu, après, bon, c'est. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Là, c'est toujours le même truc. Voilà. Après, pourquoi Ouais, non, Stan, c'est toujours ça. Avant ça aussi, je pense qu'un autre truc, après ça, j'arrête sur ça, mais parce que tu vois, un truc qui est quand même, que tu vois, que personne ne remarque et que tout le monde sait, mais que c'est justement un problème. Ça veut dire que c'est quelque chose, si tu veux, qui a un point fondamental que personne ne veut parler, parmi les commentateurs, parce qu'ils ne savent pas quoi dire et parce qu'il est trop évident. Si tu vois, c'est l'histoire de Hagar, que ça veut dire, en fait, Hagar, ça veut dire l'étrangère ou la résidente ou la convertie, et qu'elle reste avec ce statut-là, et qu'il y a toujours cette histoire-là qu'elle retourne en Égypte quand elle est rejetée par Abraham, et ensuite qu'elle revient, qu'elle se remarie avec Abraham, selon le Midrash. Et il y a tout ce côté-là, tu vois, qu'en fait, on a l'impression que le Hagar, qui veut dire la conversion, ça veut dire Hagar, c'est l'étranger, le résident, le guerre, c'est la même chose, c'est les mêmes lettres, tu vois. Tu vois, ça veut dire parce qu'on voit bien qu'en fait, si tu veux, c'est la même gematria que Yitzhak aussi, tu vois. Ça veut dire, tout le monde sait que tu vois que Hagar, c'est gematria Yitzhak, c'est parce que s'il n'y avait pas eu Hagar, il n'y avait pas eu Yitzhak, etc. Mais ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'on voit que Yitzhak, il est connecté avec Hagar toujours, etc. Parce que c'est lui qui la ramène chez Abraham et tout ça. Mais donc, il y a, tu vois, ça veut dire c'est quelque chose à part ça, tu vois. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans voilà, ça veut dire, si on dit, voilà, puisqu'on voit bien que même la destinée d'Ishmaël, qu'il est péré Adam, c'est-à-dire d'être nomade, etc., de pas construire des villes et tout ça, c'est la question de l'étrangeté, tu vois, justement, d'être complètement Yado Bakol, Yad Kolbo, ça veut dire, alors qu'après ça, tu vois, ça veut dire que les musulmans, ils ont toujours dit, ouais, mais pour les musulmans, c'est une des preuves, justement, que c'est Ishmaël qui a eu la Hakeda, c'est parce qu'ils disent, oui, mais qui est Yado Bakol, Yad Kolbo, etc., et qui est toujours en vadrouille, etc., le Pénécolida, les choses. Quand tu lis les versets, tu vois, ça décrit beaucoup plus, tu vois, la destinée du peuple juif que la destinée des musulmans, tu vois. Et ça veut dire, parce que tu vois, c'est parce qu'ils ont leur pays, leur machin, leur truc, etc. Et ceux qui sont toujours, tu vois, en train d'essayer de faire des magouilles à droite à gauche, ça Yado Bakol, Yad Kolbo, ça veut dire grosso modo le paradis social, tu vois, c'est les juifs, tu vois. Ça veut dire, et pour eux, c'est une des preuves, tu vois, que en fait, l'enfant qui a eu la Hakeda, c'était Ishmaël, et que oui, non, c'est pas pour eux tout ce qui est marqué dans la Torah sur Ishmaël, tu vois, il a eu 12 princes et machin et blablabla. Pour eux, c'est évident, en fait, tu vois, que c'est parce que moi, je le sais de mon père, parce que lui, il a étudié le Coran, tu vois, ça veut dire en Égypte, etc. Donc, il connaît le truc, tu vois. Et il me dit, ouais, a priori, ils ont raison, à chaque fois, il dit ça, tu vois, ça veut dire, on est beaucoup plus petits qu'eux et tout ça, etc. Et machin, blablabla, et quand tu regardes l'inscription, ça fait plus comme ça, tu vois. Tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, quand je reconnais ça, mais en fait, c'est vrai qu'en tous les cas, le Hagar et le machin, c'est nous, en tous les cas, on attribue le nomadisme à Ishmaël, etc. Donc, je pense et cette histoire d'être étranger, et tout ça, etc., de conversion, etc. Donc, je sais pas, I don't know, tu vois, c'est encore quelque chose, c'est une autre idée encore à penser, tu vois. Tout ça, il faut comprendre, tu vois, c'est-à-dire cette relation, tu vois, à l'étrangère, que Sarah, elle fait rentrer une étrangère, qu'on a l'impression. Tu vois, on a l'impression qu'il y avait besoin de ça pour, je sais pas, tu vois, pour avoir un enfant. C'est étrange de ça. C'est quelque chose à réfléchir, mais je pense surtout c'est sur l'idée de la culpabilité à travers l'exil, le nettoyage de la culpabilité à travers l'exil, etc. J'en sais rien, tu vois. C'est à mon avis, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, j'en sais rien. Tu vois, c'est parce que si tu veux, je vais terminer après sur ça, mais ça veut dire qu'en ce qui concerne l'exil, quand tu regardes dans les Midrashim, ils comparent toujours, tu vois, ça veut dire justement à l'idée, tu vois, parce qu'ils disent, ouais, en fait, dans l'exil, Hachem, il est infidèle, si tu veux. Nous, on a été infidèles envers lui, et donc il est infidèle envers nous. C'est pour ça, en fait, que lui, il va habiter chez les Goïm, tu vois, ça veut dire, quand tu vois, ce fameux Midrash, je pense que c'est même la paracha, non, c'est la paracha de la semaine dernière, c'est dans la paracha non, c'est dans cette semaine. Que tu vois, puisque quand on parle sur la galoute de Edom, etc., et il y a marqué qui est celui qui vient de Botsra, je sais pas quoi, etc.
Et dans un des midrashim, ils disent oui, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un enfant, ça veut dire à quelqu'un, donc un enfant donc, qui a vu ses parents se disputer, etc. Et donc le père, il a quitté la maison, etc. Et il est en vadrouille. Et si tu veux, donc, tu vois, et le père, il revient, etc. Et donc, puisque ça parle des temps messianiques, et l'enfant, il dit où tu étais, pourquoi tu as abandonné ma mère, etc. Pourquoi tu es parti chez telle et telle femme? Et le père, il dit non, mais j'y étais pas. Et les enfants disent oui, mais nous, on t'a vu sortir de là-bas. Tu vois, et ça veut dire, et tu vois, c'est ça, c'est ce que c'est un des vidéos qui disait ça sur Hachem en disant, en fait, tu vois, que nous, on va dire, ouais, ça veut dire, où est-ce qu'a été la Shekhinah, où est-ce que c'était tout ça, etc., et machin, et blabla, et que lui dit, pourquoi t'es parti chez les Goïms? Et que, tu vois, et que lui dit, non, mais j'ai jamais été, tu vois, et il dit, mais non, mais nous, on t'a vu là-bas. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, c'est dans la page de l'Aftar de la semaine que c'est Midrash. Mais je sais pas pourquoi j'ai perdu la tête, le fil de pourquoi je ramène ce Midrash. Mais je pense que dans l'exil, voilà, il y a ça, et je pense que ce qui est sûr, parce qu'on dit que l'exil, tu vois, quand les Juifs ils sont en exil, ils sont plus ou moins considérés comme pardonnés de toutes leurs fautes. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, après Chatzot, on pourrait mettre les chaussures et tout ça. On est méquel, beaucoup de choses, on s'assoit en tous les cas sur un fauteuil, etc. Parce qu'on dit qu'une fois que le Beth Amikdash il a été détruit, donc on est exempté, on est maintenant, on devient des tzadikim. Si tu veux, le statut il change, ça veut dire, puisque comme le verset dans Echa il dit, ta faute elle est finie, maintenant c'est le coupable c'est Edom, tu vois, ça veut dire c'est lui qui prend toutes les fautes, c'est ça toute l'idée, tu vois, c'est une fois que nous on est puni, ça veut dire on devient moralement complètement innocent et c'est l'autre qui prend la culpabilité, tu vois, puisque c'est un rapport de force et on a l'impression que celui qui a le pouvoir physique, il perd le pouvoir spirituel et vice-versa. C'est ça le combat entre Jacob et Esav. C'est ça ce qu'il est question, tu vois, dans la paracha ici, etc. Mais ce que je voulais, enfin, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais je pense que voilà que dans l'exil, il y a ça. Ça veut dire, pour moi, à mon avis, l'idée c'est comme ça, c'est que ça veut dire ces deux modalités, tu vois, ça veut dire du couple ensemble et d'un couple qui est, tu vois, en séparation, tu vois. C'est-à-dire que quand c'est un couple ensemble, alors oui, c'est vrai, tu vois, ça veut dire là tu peux aller voir tous les thérapeutes du monde, etc., etc. Et en fait, tu vois, ça veut dire c'est toujours, je veux dire, il y a toujours une culpabilité, quoi, puisque si tu veux rester ensemble et tout ça, quelle que soit l'accusation de l'autre, tu vois, ça veut dire, tu vois, si tu veux rester ensemble, alors tout est difficile, tu vois. Mais si jamais une fois que tu es séparé, tu vois, qu'Hachem il a dit, ok, je fais ma vie et toi tu fais ta vie et tout ça, alors ça veut dire c'est notre, tu vois, c'est notre, tu vois, c'est ça la relation d'exil, grosso modo. Donc en fait, tu lui dois rien, grosso modo. C'est comme si Hachem il doit rien, toi tu lui dois rien et donc, en fait, tu es exempté complètement, grosso modo. Donc, chaque mitzvah que tu fais, c'est que du bonus, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais je pense que, tu vois, donc c'est la même chose avec le converti qui n'était pas obligé de faire les mitzvot, qui s'est mis lui-même à faire les mitzvot, donc c'est du bonus, quoi. C'est un truc que tu vois, puisque lui, Hachem, tu vois, grosso modo. Donc, il y a quelque chose comme ça dans l'exil, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, parce que je pense que dans l'exil de ses racines, il y a quand même, tu vois, voilà, l'exil de soi, tu vois. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui est en divorce, en fait, quand on est en exil de ses racines. Ça veut dire, je pense, tu vois, je pense que fondamentalement, avec tout, et voilà, c'est tout. Et je pense que tu vois, c'est ça, tu vois, je pense que c'est la difficulté. Tu vois, c'est avec le postmodernisme qui veut couper les racines et faire une civilisation universelle où, en fait, finalement, on est axé que sur le futur. En fait, je pense, tu vois, qu'au fond, ça crée une tension, ça c'est sûr, etc. On le voit. Mais et tu vois que c'est ce qui se passe, tu vois, avec l'islam, avec tous les autres pays, tu vois, la Russie, la Chine, etc. Ça veut dire que pour eux, ils peuvent pas, en fait, si tu veux, couper le lien à leurs racines. Et en fait, mais c'est naturel, ça veut dire on peut pas être heureux dans un déracinement, au fond, tu vois. C'est une situation de divorce, quoi. Et ça veut dire, voilà, donc d'un côté, il y a un nettoyage, en fait, tu vois, des fautes. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si on est sans racines, alors d'une certaine manière, on est non coupable parce qu'on n'a pas de responsabilité ou quelque chose comme ça par rapport à une identité qu'on aurait. Tu vois, peut-être c'est ça l'idée, tu vois, du converti qui qu'on lui pardonne ses fautes comme un enfant qui est né, etc. Parce que tu vois, en fait, il part vers le futur. Et en fait, donc, en fait, tu vois, comme s'il faudrait oublier, en fait, tu vois, ce qui était le passé, quoi, quelque chose comme ça. Mais au fond, c'est sûr qu'il y a une volonté. À la fin, il y a un retour vers la racine, quoi. Il y a un retour, ça veut dire c'est un divorce, je pense, tu vois, c'est un divorce et c'est comme Hagar, tu vois, qui revient en Égypte, même si elle se remarie et tout ça. En fait, c'est plutôt, on a l'impression qu'elle son but, si elle devient une sadéquette après, etc., on a l'impression que son but, c'est plutôt d'accepter, en fait, une sorte
de double identité, quoi. D'une identité, en fait, où elle est à la recherche tu vois, du judaïsme, etc., de faire partie de la famille d'Abraham et tout ça, mais en même temps, un côté de dire, oui, mais je veux toujours retourner en Égypte, ma racine, c'est l'Égypte, etc., quoi. Et que ça reste, tu vois, ça reste quelque chose, tu vois, je sais rien, tu vois, ça reste, c'est la chose que je voulais dire. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, je pense que dans le guerre, il y a quelque chose du divorce. Et que c'est Hagar, elle est convertie, elle est divorcée, remariée, redivorcée, ou peu importe, tu vois. Mais il y a un truc comme ça, tu vois, il y a quelque chose qui s'apparente à ça, tu vois. C'est pas une situation stable, c'est pas une situation paisible, par essence, tu vois. C'est une situation qui doit être vécue dans une tension, en fait. Qui est vécue dans une tension. Je pense, tu vois, quelque chose comme ça. Et, j'avance, je sais pas, tout ça, c'est des choses, tu vois, il y a quelque chose à réfléchir sur tous ces trucs-là. Je pense, tu vois, c'est l'histoire même de Rabbi Akiva qui meurt, tu vois, si tu veux, qu'on lui arrache la peau, qu'on le coupe en morceaux et tout ça. Pour moi, à mon avis, tu vois, c'est symptomatique de ça, tu vois, ça veut dire, même celui qui aurait eu, parce que tu vois, Rabbi Akiva, on a l'impression que c'est le mec qui a eu la vie paradisiaque, tu vois, ça veut dire, grosso modo, il s'est marié à 40 ans avec une fille de milliardaire et après ça, il en a enchaîné 5 les unes après les autres, plus une plus riche que l'autre. Donc ça veut dire, tu vois, c'était le mec, en fait, il s'est éclaté, quoi, grosso modo. En même temps, c'était un mec qui étudiait la Torah toute la journée, donc je veux dire, le mec, c'est vraiment le GOAT, tu vois, c'est vraiment. Mais tu vois, qu'à la fin, tu vois, on lui fait se terminer, tu vois, a priori, dans la tradition, à Yom Kippour, complètement coupé en morceaux et tout ça. Mais je pense, tu vois, que l'idée, c'est que même si jamais, tu vois, tu as un côté de conversion apaisé, et tu vois, ça veut dire un truc comme ça doit quand même se terminer dans un éclatement à la fin, quoi. Ça veut pas se terminer d'une manière, tu vois, le type il est enterré dans une tombe normale, tu vois. On a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, parce que c'est une situation de tension en réalité. Ça veut dire c'est une tension, tu vois, c'est une tension, et à la fin, tu vois, c'est quoi qu'il arrive, tu vois, à un moment ça doit exploser, quoi, un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ah non, non, tu vois, c'est compliqué. Je veux dire, après, dernière idée, tu vois, ça veut dire rien que pour expliquer. Parce que quand on dit sur la bande, parce qu'on dit que tous ceux qui ont été torturés par les Romains, qui ont été tués, en fait, c'était parce qu'ils étaient un pardon sur un des tribus qui avait vendu Yosef, quoi. C'est tout un pardon sur la bande de Yosef, etc. Et en fait, il y a un Midrash qui dit oui, mais Rabbi Akiva, lui, il fait pas partie des 10 tribus, tu vois. Ça veut dire, donc, sur qui il vient, pourquoi lui, il doit faire partie de ces 10 trucs, tu vois, que c'est en plus le plus torturé. Et dans le Midrash, ils disent oui, mais en fait, c'est Hachem, il a répondu oui, mais moi, la Shrina, moi, je me suis associé à la vente de Yosef, puisque j'ai dit à personne, j'ai pas dit à Yitzhak ou à Yaakov, j'ai dit à personne que Yosef, il avait été tué ou vendu, etc. Et puisqu'on dit qu'en fait, ils se sont associés à la Shrina si tu veux, pour faire la vente, et qu'en fait, donc, il fallait être Mechaber sur la Shrina, et que Rabbi Akiva, il est Mechaber sur la Shrina, et on dit que les Guérim, en fait, ils représentent, puisqu'on voit qu'à chaque fois dans la Torah, on dit tu aimeras le converti, etc., comme tu aimeras Hachem. Donc il y a une sorte, si tu veux, comme si la Shekhinah, c'est comme si le converti représente la Shekhinah, quoi. L'étranger, le converti représente la Shekhinah. Ça, c'est dans les Midrashim, c'est très nombreux, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça cette histoire. Alors, est-ce que c'est ça l'histoire du mari qui trompe sa femme? Est-ce que les convertis, ça serait une manière pour Hachem de garder une connexion avec les Juifs en exil? Tu vois, puisqu'il doit aller lui-même, il doit aller voir des femmes étrangères et tout ça. Donc, en fait, c'est comme si quelqu'un, tu vois, il essaie de prendre celle qui ressemble le plus à sa femme. Ou tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, une chose dans ce goût-là, tu vois, c'est possible, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Peut-être, tu vois, c'est. Mais j'ai l'impression qu'Abraham, c'est un converti aussi. Je veux dire, est-ce que c'est pas la conversion, c'est pas le propre du peuple juif, quoi? On n'est pas tous des. L'histoire de l'exil et tout ça, j'en suis pas sûr. Tu vois, c'est ça ce que je dis, c'est l'histoire de couper les racines. Tu vois, c'est la relation aux racines. En même temps, on est sans racines. On est en Égypte, on est en un truc, Ouais, mais on te dit qu'à la fin. La relation aux racines, elle est compliquée, quoi. C'est pas. Mais on te dit, tu dois aller vers la terre que je te. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est qu'on a l'impression, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, c'est pour ça. Mais c'est le contraire d'une racine.
Quand on dit va là-bas, t'as planté, c'est le contraire d'une racine, c'est une bouture, c'est pas une racine. Ouais, mais je sais pas, tu vois, tu vois, je suis d'accord, mais si tu veux, on voit bien en tous les cas que, comment dire, si tu veux, les midrash, si tu veux, les chachamim, j'en sais rien, tu vois, ils ont toujours essayé de nier ça, tu vois, de dire, en fait, non, la terre d'Israël nous revient depuis toujours, c'était, tu vois, le truc de Shem, machin, blablabla, c'est pas, tu vois, c'était pas, tu vois, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas une étrangeté, c'est comme si la terre d'Israël, elle nous revient. Tu vois bien qu'ils essayent de le dire, tu vois, ça veut dire, alors que tu as raison que dans le texte, en fait, non, tu vois, tu vois, mais tu vois, on a l'impression qu'il y a quand même, tu vois, et puis on voit bien même dans l'histoire qu'il y a, aujourd'hui, tu le vois, ça veut dire qu'il y a une sorte de, comme si Hachem, il essaie de forcer qu'on ait une maison, tu vois, ça veut dire que, et qu'on se justifie comme étant enraciné dans un endroit, tu vois, ça veut dire, ça reste quelque, tu vois, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, je suis d'accord, voilà, c'est comme dire, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe. Mais encore une fois, tu vois, est-ce que tu vois, c'est pas si paradoxal que ça. C'est vraiment, je pense, tu vois, c'est paradoxal. C'est comme le rapport du corps et de l'âme, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est d'un côté, tu vois, il y a une sorte d'exil de l'âme dans le corps et tout ça, et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là? Et d'un autre côté, on a l'impression, tu vois, qu'Hachem, il veut qu'on s'enracine dans la terre, tu vois, qu'on trouve une sorte de sens là-dedans, que tout ça, etc. C'est comme, tu vois, c'est un truc dans ce goût-là, tu vois, ouais, Ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis toujours. Il y a le mouvement de va-et-vient entre le spirituel et le matériel, mais à nous, on nous demande d'aller faire un matériel particulier pour créer ce truc-là, mais euh, comme le spirituel ne doit pas être acquis comme ça d'emblée, autant le matériel il doit aussi être mérité. Quand je veux dire, l'impression que c'est les deux. ouais. Ouais. Mais tu Ça dis que c'est fonctionne pas comme lié ça. aux racines, toi, tu penses que c'est pas lié aux racines, à quelque chose qui serait à Non, l'origine, etc. C'est ça la non, question. C'est pas, je pense. D'ailleurs, dans la Torah, le terme, il n'est jamais clairement expliqué. On te dit, tu auras là où je te dirais d'aller. Il y a pas, ouais. mais je pense que par contre, oui, ça doit se mériter. Donc, il y a ce rapport qui doit se créer, mais c'est un crayon. Effectivement, on doit le créer, le rapport. Enfin, je ne sais pas, c'est une impression maintenant, je ne sais pas plus justifier que ça, mais Je pense le que fait c'est qu'on ait. voulu que cette relation de tension, elle est maintenue, y compris en Eretz Israël, elle est maintenue, si tu veux, cette tension, Ouais. ce qu'on appelle une justification, pour rester sur une terre, on va dire, c'est comme si on devait se l'approprier en permanence, quoi. Il y a une dimension dynamique qui n'est pas naturelle, qui n'existe nulle part ailleurs. Je pense que c'est lié à la dimension du peuple juif. Moi. Une fois de plus, si on dit qu'en effet, nous, les juifs, à l'image de Dieu, c'est-à-dire qui est le Macom du monde, mais et lui je pense qu'on est, voilà, on est exactement dans cette dimension-là. On n'est absolument pas assimilable, on va dire. Nous, on représente aussi le Macom du monde, c'est représenté, et quelque part, il y a une difficulté à rentrer dans l'ordre naturel. Ça, c'est clair, c'est ce que tu expliquais. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour Hachem, c'est pour nous, on a cette dimension-là aussi. On a du mal à. Mais quelque part, on est rentré comme ça. Il a fallu rentrer dans le monde. Donc, on rentre dans le monde, on rentre dans les habits d'Édom. On rentre aussi, visiblement, pour Ishmaël. C'est pareil. Donc, c'est comme s'il y avait, je veux dire, ils ont hérité, en fait, d'attributs. C'est comme des étapes, on va dire, du peuple juif, y compris Ishmaël, etc. C'est-à-dire, on les a assignés, on les a trompés. Parce que c'est nous qui sommes. Eux ils l'ont a priori d'une façon. Ils sont qualifiés comme ça, mais ils ne le sont pas vraiment. Et nous, on est obligés de vivre dans ces cases, quoi. C'est un jeu de loi, on se balade dans tous ces pays et on doit s'approprier ces dimensions, vivre la dimension d'Ishmaël, vivre la dimension d'Esav, vivre c'est spécial, quoi. Et y compris, bon, je pense que ça se retrouve sur la Terre. Je pense que cette dynamique-là, peut-être qu'elle elle disparaîtra pas, en fait. Peut-être qu'elle, peut-être, mais ça maintient vivant. En tout cas, c'est ce qui maintient vivant, quoi. C'est une fiction comme ça, je veux dire, qui maintient les pays qui n'ont pas cette tension, ils sont morts. Non, c'est un peu comme, tu vois, je comprends, c'est comme l'attention d'Hachem dans le monde, quoi. C'est la raison pour laquelle on doit faire les mitzvot, c'est comme si, en fait, voilà, c'est une sorte de relation, la relation de Dieu avec la terre, elle doit être constamment être justifiée.
Et en fait, c'est pour ça qu'on doit faire des brachot, c'est pour ça qu'on doit faire des mitzvot, etc. C'est pas quelque chose en fait qui va de soi et qui peut exister sans être en fait renouvelé à chaque moment, quoi. Un truc comme ça, c'est ce que le Féchach Haïm veut dire, un truc comme ça. Ouais, non, je comprends tout ça, mais bon, ouais, même l'histoire de l'exil et tout ça, ok, je sais pas, tu vois, mais encore une fois, tout ça, ça pose le problème quand même, tu vois, de l'identité, de tout ça. C'est difficile de dire, tu vois, je sais pas, je sais rien, tu vois, j'ai vraiment un. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, si tu veux, dans l'histoire du Nefesh HaChaim, dans toute cette manière de voir la chose, tu vois, cette manière kabbalistique de voir la chose, de dire en fait, voilà, en fait, on n'existe pas, on n'est que dans l'action, on n'est que dans la performation du présent, des mitzvot ou des actions qu'on fait dans la vie. Et en fait, l'instant d'avant, il n'est pas une preuve sur l'instant d'après. Et en fait, c'est qu'une succession d'instants. Et la construction identitaire, c'est vraiment une fiction, etc., qui, en fait, qui nous éloigne de la vérité. Tu vois, qui est en fait, c'est ce que ça, en fait, ce qui sort du Nefesh HaChaim, si tu mets un petit peu de Platon dessus pour ajouter tout ça, ça sort ça. Et au fond, c'est clair qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais tu vois, tout ça, c'est quand même, tu vois, c'est pas convaincant, tu vois. C'est pas convaincant dans le sens où tu sens que tu vois, c'est un peu cette histoire qu'on a besoin d'une. On sent quand même qu'il y a la linéarité de l'histoire humaine, la linéarité de l'histoire de personnel. Tu vois, l'idée, la relation, tu vois, voilà, historique, ou tu vois, quelque chose de linéaire, pas quelque chose qui juste, tu vois, tombe, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment dire, qui se recrée à chaque moment. Euh, c'est difficile à dire que c'est quelque chose soit de négatif ou illusoire et qui n'aurait pas de valeur, tu vois. C'est difficile, tu vois, c'est difficile. C'est compliqué. Ça veut dire, pour moi, je pense que c'est vraiment le vrai problème, tu vois. Ça veut dire, je pense que c'est le vrai problème de l'ère moderne, tu vois. C'est-à-dire, parce qu'en fait, si tu veux, l'ère moderne, c'est vraiment, elle voudrait vivre comme le Nefesh HaChaim. C'est vraiment une ère mystique, en fait, tu vois. C'est l'ère de dire, tu vois, l'ère, en fait, post-moderniste de la technologie et tout ça. C'est dire, voilà, en fait, tout se recrée à chaque instant. En fait, c'est tout ce qui était la minute d'avant, c'était complètement obsolète, cette minute. Ça va arriver comme ça. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, les choses, elles vont à un point, tu vois, à un rythme où finalement, tu vois, l'identité, elle se retrouve niée parce qu'en fait, parce que voilà, si tu veux, chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle histoire, elle devient nouvelle complètement de zéro. Et en fait, ce qui était vrai il y a une minute, c'est pas vrai la minute d'après, etc. Et en fait, le modernisme, il vient là-dedans. Ça veut dire, il tend à ça, clairement, tu vois. Et en fait, si tu veux, dans la Kabbale, etc., on voit bien, même au niveau philosophique, comme je vous dis, ça fait sens parce que la question de se poser qu'est-ce que je suis, c'est une question qui s'oppose à qu'est-ce qui est vrai, tu vois. Donc, c'est normal que se poser la question le plus possible qu'est-ce qui est vrai, ça serait mieux, on va dire, que de se poser la question qu'est-ce que je suis, tu vois. Et donc, à la fin, finalement, la question est-ce que ce qu'on est, c'est plus du tout. En fait, l'idée, c'est d'arriver à ne plus exister, quoi. C'est ce que le Nefesh HaChaim dit, ou d'exister que dans des actions d'une manière performative au présent, tu vois. Et c'est ce que le monde moderne y fait, tu vois. C'est ce qui explique, tu vois, tout le. Je sais pas comment expliquer, c'est ce qui explique, tu vois, toute la. Ça veut dire la société dans laquelle on va, c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça que tu peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça qu'il n'y a plus de relations véritablement durables. Les gens ne peuvent pas se marier, les gens ne peuvent pas, tu vois, ils peuvent pas éduquer les enfants. Tu vois, les enfants ne peuvent pas s'occuper des parents, tout ça, etc. Ça veut dire on va de plus en plus vers tu vois, quelque chose, tu vois, une délication, comment se dit, bref, tu vois, une dissolution en fait de la société et des rapports humains, parce que tu vois, en fait, les rapports humains, ils sont liés à l'identité. Alors, l'identité, elle disparaît, tu vois. Et ça, c'est sûr que ça va dans cette direction. Et en fait, si tu veux, dans la Kabbalah, on voit que c'est ça ce que la Kabbalah, elle prêche, on va dire, c'est ce que le Nefesh HaChaim, plus ou moins, il prêche, etc. Dans le sens où pour eux, c'est ça la réalité absolue de l'existence, tu vois. Et le reste, c'est que de l'illusion qui éloigne l'homme, tu vois, que ce soit de l'action performative ou même de la relation au divin, etc. Et maintenant, tout ça, tu vois, dans cette doxa-là, tu vois, moi, je suis. Je sais pas, tu vois, ça veut dire pour moi, je sens qu'il manque quelque chose, tu vois. Je pense que l'histoire, tu vois, de l'avènement messianique et tout ça, etc., il n'y a pas que ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, peut-être que c'est une erreur, tu vois, mais j'en sais rien. Pour moi, l'idée, ça veut dire, si tu vois, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être un retour à zéro, tu vois. Ça peut pas être, tu vois. J'en sais rien. Pour moi, ça me paraît. J'ai du mal à. Si tu vois, là où tu vois ça, c'est quand, par exemple, quand tu vas dans des musées, quand tu vas, j'en sais rien, ou quand tu lis, en fait, si tu vois, c'est l'idée même d'étudier la Torah, etc. Quand on lit le Nefesh HaChaim, par exemple, tu vois, ça veut dire,
on voit bien qu'il y a une volonté, tu vois, comme je dis, de trouver une linéarité dans l'histoire, une linéarité dans la racine, une sorte d'héritage, une sorte, tu vois, de tout ça, tu vois, ça veut dire. Et ça, on a du mal à croire en fait que tout ça, c'était des étapes comme une sorte de cocon qu'il faut jeter quand on devient papillon, tu vois. Ça veut dire que tout ce qu'il y aurait eu dans l'histoire, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui a été de la création humaine, etc., c'est, tu vois, quelque chose qu'on doit regarder ou qu'on regarde avec un regard, tu vois, comme ça, je sais pas comment dire, condescendant de tu vois, ça veut dire comme si nous va regarder les hommes dans les cavernes de Lascaux en disant, voilà, c'était ça, tu vois, c'était ça, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, c'est pour moi, il y a quelque chose qui fait que l'homme, je sais pas, est-ce que c'est la stupidité de ma part ou la stupidité, c'est pas là parce qu'on est humain, mais j'ai du mal à y croire, j'ai du mal, tu vois, j'ai du mal à, j'ai du mal à croire à l'effacement du passé, tu vois. Ça veut dire qu'il y aurait un sens dans cet effacement du passé, que tu vois en fait que tout, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait qu'une sorte de causalité finale à la fin et que tout le passé devient absurde, tu vois. Et je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles les Juifs ils ont aussi ce rapport à la Torah, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire ça, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'ils sont constamment en train de rechercher la vérité dans quelque chose d'éternel qui aurait été écrit depuis toujours, tu vois. Tu vois, parce que est-ce que c'est con? Je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, est-ce que c'est, je crois pas, tu vois, ça veut dire, au fond, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que non, ça veut dire, Tu vois bien que c'est très difficile de porter un jugement vraiment sur l'histoire avec des gens, je veux dire, c'est le problème qui n'ont pas vécu. Et même nous, peut-être à la limite, c'est ce qu'on avait expliqué, que seuls les témoins, on va dire, peuvent porter un jugement sur leur temps. Donc, c'est-à-dire, l'histoire, elle est perçue comme ça, comme un engendrement. Parce que la Torah, c'est perçu au niveau personnel. Et à ce moment-là, on porte, je veux dire, on peut porter un jugement. Et même là, moi, si je me regarde, en fait, si tu vas te regarder toi-même, comment tu étais il y a 20 ou 30 ans, ben, c'est absurde immédiatement, c'est très con, tu vas porter un jugement, je veux dire, ça va peut-être pas énormément te ouais, grandir ou voir les trucs. Enfin, a priori, hein, je veux dire, je pense pas que, ouais, mais donc c'est quelque part, oui, l'histoire du cocon, tout ça, oui, pourquoi pas, effectivement, tu te débarrasses de quelque chose, la dynamique, elle t'emporte comme ça vers le futur, et c'est qui te relie, on va dire, je pense, c'est vraiment quelque chose, enfin, ce qui te relie au passé comme ça, d'une certaine façon, si on considère que c'est au niveau personnel que tu peux porter vraiment un regard sur l'histoire, alors franchement, il vaut mieux chercher un ailleurs où l'espoir, il est plutôt vers le futur, quoi. je sais pas ce que je veux dire pour moi, ce que je veux dire, parce que je pense pas, je veux pas dire l'histoire de dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout ça. Je pense, tu vois, c'est la production historique, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux, quand tu regardes, tu vois, c'est comme si tu veux regarder les œuvres d'art ou les œuvres de science, ou tu vois ce que je veux dire, ça veut dire du passé, tu vois, c'est-à-dire comme nous on étudie. Moi, ce que je vois, par exemple, tu vois, parce que tu vois, je veux dire, tu vois, c'est clair, tu vois, je veux dire, pour moi, c'est sûr et certain, ça veut dire dans l'étude de la Torah, c'est complètement, pour moi, tu vois, c'est complètement évident, ça veut dire, moi, j'ai compris ça, et ça, c'est clair que, si tu veux, une des raisons pour laquelle tu vois, on est en train de perdre la Torah, c'est à cause de ça. Ça veut dire, c'est parce que, tu vois, c'est clair qu'en fait, la manière, ça veut dire qu'en fait, si tu veux, le problème de tout ça, c'est que dans le futur, en fait, paradoxalement, il est en fait inscrit d'avance. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, le boléro de la Ravel ou des choses comme ça. Ça veut dire, il y a une mécanique, un mécanisme, tu vois, qui va dans une direction où toi, tu peux, en fait, si tu veux, que presque l'observer ou en être un acteur, mais un acteur complètement défini, en fait, dans une chaîne causale qui est complètement prédictible, même si toi, tu n'es pas capable de la prédire. En tous les cas, si tu veux, c'était juste tu vois, t'es juste comme un rocher qui est entraîné par le courant et qui suit le courant, tu vois. Et là, et si tu veux, la seule manière, si tu veux, de retrouver comme une sorte de libre arbitre ou quelque chose comme ça, de liberté, d'ouverture et tout ça, en fait, c'est en regardant, si tu veux, en amont, tu vois les œuvres anciennes, tu vois, où en fait, où tu vas voir, en fait, c'est comme si tu veux, des alternatives à comment est-ce que le monde il aurait pu être, tu vois, c'est-à-dire,
Et tu vois, grosso modo, tu vois, ça veut dire, moi, ce que je vois, une fois, j'ai parlé avec un mec, tu vois, qui avait fait, tu vois, aussi, tu vois, un gros pont des mathématiques, tu vois, ça veut dire, tu vois, style un des top one, tu vois, qui était à Brown et tout ça. Et parce que tu vois, on parlait ensemble et tout ça, juste, tu vois, des difficultés qu'on avait à enseigner, parce qu'il avait aussi des problèmes, tu vois, même plus comparables aux miens, tu vois, etc. Et parce que, tu vois, il y a beaucoup de politique, etc. Mais ça veut dire, mais lui, c'est vraiment top one, et lui, il m'avait dit, ouais, c'est sûr qu'en fait, le problème de tout ça, ça veut dire que les mathématiciens, ils ont un problème, ceux qui sont top, c'est parce qu'en fait, si tu veux, quand tu vois tellement d'ouverture, tu vois, sur les côtés, ça veut dire de comment est-ce qu'on pourrait développer les mathématiques en amont d'une autre manière, tu vois, parce que justement, à cause de la culture mathématique d'avant, qu'en fait, si tu veux, en fait, quand tu vois, c'est que le chemin qui a été choisi, en fait, qui est choisi à chaque fois par la science, mais c'est la même chose dans la Torah, tu vois, en fait, tu vois, il est hyper restreint, tu vois, il est hyper restreint, il est hyper bloquant. Et en fait, tu vois, il amène vers si tu veux, la catastrophe, elle vient du blocage, tu vois, si tu veux. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire en fait, tu vois, la capacité de regarder le passé, tu vois, de regarder, quand tu vas regarder, tu vois, des œuvres, tu vois, comme nous, on prend le Nefesh HaChaim, c'est quelque chose de vraiment, tu vois, on va dire presque grand public. Mais ça veut dire que quand tu vas regarder, tu vois, en amont, tu vois, je me rappelle plus, j'avais vu un autre prof, tu vois, parce que je sais pas, il y a plein de mecs que je connaissais, tu vois, qui étaient, mais plus âgé, lui, tu vois, qui était prof, lui, carrément, tu vois, là-bas, etc., c'est qui avait été avec Einstein. Lui, je sais plus, il était en train, quand il était venu faire une fois un cours étudié avec nous, il prenait des équations différentielles de, je sais plus comment il s'appelle, Klein, ou je sais plus, et tu vois, et c'est des trucs, tu vois, en fait, hyper basiques, c'est comme si tu vois, mais c'est exactement, c'est un peu comme quelqu'un, tu vois, comme un pianiste qui reprendrait, tu vois, tu vois vraiment, qui refait ses gammes tu vois, qui fait du bac, tu vois, pour apprendre à mettre ses doigts sur le piano. Mais si tu veux, moi, c'est exactement ce que je fais, tu vois, ça, à ce que toute mesure, un truc à chaque fois. Mais c'est parce que tu sens que c'est là où il y a les ouvertures, si tu veux. Tu vois, ça veut dire, c'est là où la liberté, tu vois, c'est quand tu vas regarder, tu vois, l'art de la Renaissance, etc., que tu peux dire, tu vois, si tu veux, comme si l'art contemporain, je donne un autre exemple, tu vois, il est en fait parti dans une direction qui est en fait très restreinte, qui est très bloquée, qui est en fait, tu vois, ça veut dire qu'il va tu vois, qui est prévisible, etc., etc. Mais si tu veux retrouver une sorte de créativité, de liberté, etc., ou de quelque chose, tu vois, et ça c'est mal accepté, si tu veux, dans le monde, parce que c'est partir dans des embranchements, tu vois, qui n'ont pas été vus, tu vois, mais ça veut dire, les ouvertures, tu les trouves dans le passé, tu vois. Tu les trouves, tu vois, c'est en relisant Galilée, en relisant, tu vois, en relisant, j'en sais rien, comme nous on fait, tu vois, c'est comme moi je fais, tu vois, avec tu, quand on fait le Marachit Tosfot, c'est ça ce qu'on fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, ce qu'Ardavid il faisait, tu vois, ça veut dire, tu vois, Ardavid il était, tu vois, c'était, tu vois, top one dans les post-kim et tout ça, etc., mais c'était et tu vois, avec c'était qu'on reprend les bases, tu vois, de Rachid Tosfot, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire c'est là où on va trouver des ouvertures, tu vois, alors parce qu'on sait que à partir du 15e, 17, 18, tout ça, etc., ça a pris une direction, c'est prévisible, on sait tout ça, etc. Si tu veux trouver les ouvertures, il faut revenir bien avant sur des trucs beaucoup plus, tu vois, plus anciens, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est le rapport à l'histoire, tu vois, ça veut dire dans cette négation de l'identité, dans ce postmodernisme et tout ça, dans cette ouverture vers le futur, il y a en fait une super négation de la liberté et tu vois, une sorte de, en fait, il y a une fermeture apocalyptique, en fait, tu vois, clairement, tu vois, qu'elle soit dystopique, apocalyptique, etc. En tous les cas, il y a quelque chose, tu vois, ce qui est effrayant là-dedans, c'est le fait que c'est prévisible et que c'est inarrêtable, tu vois. Et que, en fait, la manière la seule manière de trouver un espace de liberté dedans, c'est dans le passé, tu vois. Tu vois, ça, pas dans l'histoire de connaître l'histoire, mais dans l'histoire surtout de regarder les productions, de qu'est-ce que l'esprit humain tu vois, qu'est-ce que l'esprit humain a produit, tu vois. Tu vois, qu'est-ce que l'esprit humain a produit, tu vois, ça veut dire. Oui, tu es d'accord que tu as une curiosité, on va dire, qui te fait vivre intellectuellement, mais qu'en aucune façon, c'est le moment de retourner à la Renaissance ou d'arrêter je veux dire, tu vas pas tomber dans les trucs à la Zemmour, dans lequel où est-ce que tu vas t'arrêter pour dire c'était bien et il faudrait retourner à ça, quoi. Non, Ça, mais moi, je pense pas que ça je peut sais durer. pas si, bon, tu C'est vois, pas, c'est c'est pas pas une question possible de dire, de bon, c'était le XIIe siècle, c'était le XVIe, c'était le... j'ai pas dit, tu vois. Non, c'était la Révolution. Non, tu vois, Non, mais j'ai pas on dit a ça. quand même une dimension, mais on garde quand même, parce qu'à un moment, si tu veux, il faut quand même rentrer dans une dimension matérielle, dans une dimension d'identification, dans une dimension dans laquelle, voilà, C'est de de reproduction, de mimétisme social, tout ce que tu veux. Je veux dire, il faut faire société. Et mais on choisit, je veux dire, on est équipé, et comme tu dis, c'est un vaisseau qui avance tout seul. On voit bien actuellement, je veux dire, que ça va dans un sens et qu'on n'y peut rien, que personne n'y peut rien.
Est-ce que c'est vrai? C'est trop fort, si tu veux. C'est trop fort. On voit bien qu'on est en mouvement. Donc, non, moi, j'ai compris ce que tu dis, mais oui, il y a des domaines de recherche. À ce moment-là, tu peux peut-être puiser, effectivement, pour initier un nouveau courant. Mais bon, rien ne dit, si tu veux, que ça va marcher, ça va aller tirer, tu vas tirer la couverture de ton côté, quoi. Mais ce que je veux dire, tu vois, par exemple, tu vois ce qu'on fait, par exemple, tu vois, maintenant, tu vois, ça veut dire dans les groupes que j'ai commencé d'études de faire et tout ça, sauf que maintenant, tu vois, c'est vrai qu'on est en train de, c'est vrai que Thierry est énervé et tout ça, mais ça veut dire, mais c'est parce que non, moi, tu vois, surtout parce qu'il est tôt, mais bon, la semaine prochaine, tu vois, quand je serai en France, on pourra faire les cours plus à des heures, tu vois, même pour moi, ça sera moins un truc, mais ce que je veux dire, tu vois, non, parce que le but, c'était justement d'étudier les textes. Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est parce que la question est de dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire que moi, ce que j'ai vu, tu vois, ça veut dire, ça, c'est quand j'avais fait expérimenter ça à Catnex, je me suis dit, en fait, plus les mecs, ils sont cons, plus, en fait, tu vois, il faut leur faire des textes durs et des textes, tu vois, en fait, anciens, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, sans ça, ils sentent rien, tu vois. C'est comme si, tu vois, ça veut dire, si tu fais, par exemple, des trucs, j'en sais rien, de la pensée moderne, ou j'en sais rien, tu fais du Lévinas et tout ça, etc., à des mecs, j'en sais rien, peu importe, tu vois, à des gens, whatever, qui sont des mecs du sentier, on va dire. Je vais dire ça parce que c'est déjà le chidou qui marche pas bien déjà, mais on va dire même à des intellectuels, si tu vois, voilà, au cercle des intellectuels, machin, de Laval, de chez Nemni et compagnie, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour eux, c'est comme s'ils n'avaient rien entendu, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, parce que pour eux, tu vois, c'est quoi, tu vois, ça veut dire, c'est trop proche, si tu veux, de ce qu'eux, ils veulent vivre, tu vois, etc. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y a rien qui se passait. Tu vois, avec des mecs comme ça, il faut leur envoyer, si tu vois, du bruit du décoffrade et leur faire, voilà, on va faire du rajba ou j'en sais rien, même, tu vois, un truc comme du Messiat Yesharim ou des machins comme ça. Et là, tu vois, ils sont complètement interloqués, tu vois, ça les fait chier et tout ça. La réaction, elle est oui, non, j'en sais rien, mais au moins, si tu veux, tu as ouvert chez eux un espace, si tu veux. Mais ça veut dire d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, je sais pas, tu vois, je pense pas qu'on peut retenir l'histoire, etc., mais on peut créer un espace mental où enfin, tu vois, parce que tu dis, ouais, pourquoi? Tu dis, voilà, on est shooté à ce cours et tout ça. Je te dis ça, pourquoi vous êtes shooté? C'est parce qu'en fait, ça crée un espace mental où en fait, tu sens que tu peux exister, tu vois, ce qui n'est pas le cas quand tu vas écouter les journaux, les radios, les machins, etc. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, tu vas te refaire à des livres anciens que tu acceptes comme qui n'ont rien à voir avec la choucroute et que tu acceptes comme des vérités absolues, même si après tu vas discuter, créer l'espace justement de voir en quoi c'est une distorsion par rapport à ton intelligence, où tu peux, tu vois. Mais au fond, tu as au moins créé la solution, tu vois, tu as créé un espace où l'existence, elle peut être, tu vois. Et c'est ça, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça que je parle du passé, du machin, etc. Ce qui fait, tu vois, que ce livre il est intéressant, c'est parce qu'en fait, il n'a pas été écrit à notre époque. Tu vois, ça veut dire, et voilà, et ça veut dire, et après ça, tu vois, nous, on doit l'accepter comme un livre, tu vois, ça veut dire, on va dire, qui est vrai, même si après, comment est-ce qu'il fonctionne, tu vois, aujourd'hui, et c'est là où, en fait, si tu veux, la liberté, elle se recrée, tu vois. Et, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. C'est la même chose, mais je pense qu'on peut avoir la même culture. Quand tu parlais du XIIe siècle ou de l'art, etc., de la Renaissance, et tu vois, je pense que l'idée, c'est pas de recopier les tableaux de la Renaissance, mais c'est d'arriver, tu vois, si tu veux, recréer. Ça veut dire à voir en quoi ils nous parlent et de voir en quel, si tu veux, les recréer pour faire, tu vois, tu vois, un peu comme il a fait Gould avec Bach, si tu veux. Tu vois, ça veut dire bien que c'est très kitsch comment est-ce qu'il a fait, mais ça veut dire que, tu vois, c'est pas je reprends, en fait, Bach et je rejoue Bach. C'est, en fait, c'est comment, tu vois, comment je peux interpréter, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à l'âge moderne, tu vois, qu'est-ce que ça donne, tu vois. Voilà, tout ça, c'est ça. Bon, ouais, je vais avancer un petit peu, je vais faire un petit peu les j'arrive parce que tu es dans ma main et puis vas-y, il faut que je... Non, je t'assure que c'est un sujet intéressant. Mais voilà, mais pour moi, c'est ça, pour moi, c'est le point, tu vois, la question après de dire qu'est-ce que, c'est pour ça, je sais pas. Moi, mais à part ça, de cette histoire-là, je pense, tu vois, quand il est sur la reconstruction du temple et tout ça, de l'histoire de la lignée davidique, etc., il y a quand même, tu vois, ce rapport, tu vois, à une origine. À part ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Mais je pense que voilà. Mais à part ça, je pense que il y a beaucoup de ça. Ça veut dire, je pense qu'il y a cette histoire-là de créer une résonance avec, tu vois, avec quelque chose qui est hors, tu vois, qui s'oppose au modernisme. Tu vois, c'est important pour créer un espace, tu vois. Sinon, voilà, c'est là où l'homme, il dit, tu vois, si tu veux, il est broyé dans le truc. Et les Juifs, ils ont toujours eu ça. Je pense que c'était ça. C'est un des secrets de la Torah. Tu vois, je pense que ça, c'est un des secrets de la Torah. Ça veut dire que ça veut dire on arrive, si tu veux, ça veut dire ça veut dire on arrive, c'est toujours en décalage avec le réel et c'est en même temps quelque chose qui tu vois, qui apporte, tu vois, une résonance avec le réel. Et ça, tu vois, je vais pas épiloguer sur ça, mais ouais. C'est combien de temps l'enracinement, je veux dire, l'exil, le contraire de l'exil, enfin, au bout de combien de temps tu te racines? Parce que moi, quand tu me parles d'exil, je pense plus à le fait qu'on ait quitté l'Algérie que le fait qu'on ait quitté autre chose.
Pour moi, l'exil, c'est depuis qu'on est parti d'Israël, tu vois, la destruction du deuxième temple. Ouais, mais c'est des exils successifs parce que globalement, en fait, moi, mais mes parents, clairement, c'est qu'un exil, c'est pas. Quand je leur parlais d'exil, ils ne me parlaient pas d'Israël. Ils ont Non, quitté c'est sûr que leur lieu de c'est clair que quand tu vois les loups rouges Farad, etc., il y a comme une sorte d'enracinement. Ah ouais. Je sais pas, moi j'ai vachement du mal à. C'est bizarre tout ça, c'est vraiment, je sais pas comme tu dis, parce qu'on a parlé de la conversion et de la relation tu vois, au pays, si tu vois, aux racines en tant que goy, mais en fait, tu as raison qu'en tant que juif, c'est sûr que tu vois, ça veut dire qu'à travers l'histoire, on voit, il suffit de lire les poèmes du Ibn Ezra sur l'Espagne et même, tu vois, la nostalgie de Maïmonide sur l'Andalousie et tout ça, etc., et machin, et blablabla. Mais il y a des choses super plus bizarres, c'est-à-dire que quand on regarde plutôt déjà sur le Maroc, etc., ce qui est super rigolo, c'est qu'il y a une nostalgie du Maroc, alors que les Juifs, ils étaient là-bas maltraités, selon ce que j'ai compris, j'en sais rien, moi j'y étais pas ni rien, mais ça veut dire qu'il y a plein de types, tu vois, qui étaient au Maroc, si tu veux justement ceux qui étaient en haut du panier, qui disent, mais comment est-ce que les gens, ils étaient tellement nostalgiques de ce pays? On a l'impression même que c'était ceux qui étaient les plus en bas, les plus pauvres et tout ça, qui sont le plus nostalgiques, tu vois. C'est très étrange aussi ce côté-là, tu vois. Tu vois, ça veut dire, il y a quelque chose de très bizarre dans l'histoire, tu vois, je veux dire, dans cette. Je sais pas, mais ça, c'est un point, c'est une parenthèse. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très, très. On voit bien qu'avec que si tu veux, avec la Dafina, le machin, ça veut dire qu'il y a un côté, on veut intégrer culturellement les cultures extérieures dans notre identité. Mais je ne sais pas à quel point c'est une fiction, à quel point c'est. Nous, on est vraiment. Ça veut dire l'idée, c'est que nous, à l'époque moderne, après la Deuxième Guerre mondiale, on est tellement déracinés, tu vois, par essence, et puis on a l'antisémitisme, tu vois, qui a très vite ressurgi, quoi. C'est pas qu'on a eu 3 siècles tu vois, tout va bien, etc. Pas 40 ans, je sais pas combien d'années, je sais pas, ça veut dire, c'était vraiment un top chrono. Tu vois, mais c'est-à-dire, on n'a pas eu le temps vraiment de s'être senti, tu vois, tellement intégré dans la culture française, c'est-à-dire même si on y a mis du bien, et même si on a essayé d'y aller le plus possible, tu vois, mais c'est pour ça qu'on a du mal à vraiment juger comment c'était par exemple à l'époque de Rachid et Maïmonide qui ont un amour, ou même en Europe de l'Est, tu vois, je veux dire, tu vois, les mecs, ils ont une nostalgie de tout ça, du ghetto, du machin, à tel point que, tu vois, même en Amérique, en Israël, ils continuent à s'habiller de la même manière, ils ne veulent rien changer, hein. Tu vois, ça veut dire, c'est vraiment, alors qu'il n'y a rien de juif là-dedans, tu vois, c'est complètement, tu vois, c'est russe, c'est whatever it is, c'est cosaque, ouais, un peu ce que tu veux, tu vois, le yiddish, c'est pas juif, quoi, ça veut dire, c'est juif, aussi juif que l'allemand, c'est juif, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est de l'hébreu, l'hébreu, je sais pas quoi, tu vois, mais ils y sont attachés comme je sais pas quoi, c'est sûr que c'est étrange, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans, quelque chose d'étrange, il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de. Ça veut dire, c'est sûr qu'il y a, c'est un autre point, quoi. C'est sûr qu'il y a un autre point, mais c'est sûr que nous, on a vraiment du mal à juger à cause de ça. C'est parce qu'on a même trop bougé, on n'a pas vécu, tu vois. Ça veut dire, on n'a pas eu le temps de rester 1 ou 2 ou 3 générations pour se sentir français ou se sentir, j'en sais rien, tu vois. Je pense que c'est ça le problème, tu vois. Ça veut dire, mais j'en sais rien, mais c'est sûr que c'est étonnant. C'est sûr que c'est étonnant. C'est étonnant, tu vois. J'essaie de penser à Rachid, tu vois, avec son vin et tout ça. Et tu vois à quel point Rachid était français, tu vois. Je sais pas. C'est aussi. C'est parce que c'est aussi, c'est clair qu'en fait, tu vois, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient des deux côtés. Ça veut dire, si Rachid, en fait, il pouvait, ou Rambam et tout cela, il pouvait, tu vois, avoir une telle nostalgie que de l'Andalousie ou de la France, ou peu importe, etc., c'est parce qu'ils étaient quand même, ils devaient être aimés là-dedans, tu vois. Tu vois, c'est le vrai problème, c'est que nous, tu vois, on sent comme si on n'a pas été aimé, on n'a jamais été aimé, donc en fait, on ne peut pas vraiment aimer, tu vois, on ne peut pas se sentir enraciné là-dedans. Mais je pense, tu vois, que ça veut dire, ouais, oui, non, tu vois, encore une fois, on a été aimé pendant une petite période de temps, vraiment pas très longue, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas assez pour qu'on se, tu vois, tu vois, on prenne racine, quoi, c'est tout, tu vois. Tu vois, alors que tu vois, on a l'impression que Rachid, tout ça, ok, ils ont été jetés à la fin et tout ça, mais pendant, je sais pas, pas mal de temps, 4, 5, 6 générations, ils étaient vraiment aimés, pas simplement intégrés, mais aimés, quoi. Ça veut dire, pour une raison ou pour une autre, respectés, tout ça. On voit bien que Rachid, il est, tu vois, si tu veux, il est respecté par les non-juifs et tout ça, et non seulement, c'est pas qu'un respect intellectuel, c'est en même temps business, c'est en même temps tout, tu vois. C'est pour ça que tu peux t'étonner pourquoi il n'y a pas tellement de mariage mixte, tu vois. Mais ça veut dire, en tous les cas, tu as l'impression, tu vois qu'il y a quand même, tu vois, tu vois, il est aimé, il n'y a pas d'autre mot, il est aimé par les non-juifs,
et Maïmonide, ça devait être la même chose. Ça veut dire les Juifs en Espagne, jusqu'à ce que le Guirouch Sfarad arrive, etc., et les pogroms arrivent, c'est avant que ça devienne une période truc. Il y a eu des siècles où les Juifs ils devaient être aimés en Espagne, tu vois. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu ne peux pas, toi, aimer un pays tellement et si tout le monde te déteste, tu vois. Et tu vois, je pense, tu vois, c'est réciproque, tu vois, l'amour, ça marche réciproquement. Maintenant, voilà, je pense, c'est pour ça que nous, on a du mal à truquer parce que, tu vois, on n'a jamais été aimé, tu vois. Ça veut dire, on peut être accepté, on peut être truc, on peut même, tu vois, ouais, tu vois, même en Amérique, il y a un moment où peut-être, tu vois, mais c'est pour ça qu'on a du mal à. Mais c'est sûr que tu as raison, en fait, sur ce point-là, de dire que c'est comme si la conversion, comme si elle marche des deux côtés, tu vois. C'est comme s'il y avait c'est comme s'il y a un problème d'identité au niveau du converti qui se convertit au judaïsme, quel est son rapport à son passé, etc., à sa famille. Mais en fait, il y a la même chose, en fait, chez les juifs, tu vois. C'est comme si les juifs, en fait, ils se convertissaient quelque part, tu vois, dans les cas où ça marche bien à la société dans laquelle ils sont. Et en fait, après ça, il y a une sorte de, tu vois, voilà, c'est une conversion quand même aussi, tu vois. Et donc, il y a un rapport, en même temps, c'est la même chose à la culture propre, à la racine et tout ça, versus, tu vois, l'environnement, la chose, le futur, ce qu'on voit comme le futur. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Je pense que les Juifs, ils n'ont jamais vu de futur en France. C'est surtout ça, tu vois. Moi, je ne pense pas que ce soit une conversion. Je pense que ces identités nous appartiennent aussi. On est plus français que les Français. En tout cas, oui, non, moi je pense qu'on a, on n'a pas, moi ma théorie c'est qu'on n'a pas une véritable identité, justement. On n'en a pas une. On a besoin, on va dire, pour exister, d'en avoir une, et ces identités par lesquelles on passe, elles nous aident, non, on est assigné, on va dire, à une identité. Et donc, elles nous appartiennent. La preuve, si tu veux, c'est qu'on sort le meilleur des cultures par où on passe, quoi, quelque part. En règle générale, on arrive à identifier ce qui est le meilleur et on sort de curseurs d'excellence, on va dire, pour les gens qui veulent vraiment réfléchir. C'est-à-dire qu'on forge nous-mêmes les identités, si tu veux. On les forge. Donc moi, je vois pas une conversion parce que là, me parler de l'identité juive, et même si tu me parles des temps du Tanakh, on voit bien que quand on gratte un peu l'archéologie, etc., bah, ils ont épousé, ils sont toujours entre la culture égyptienne, babylonienne ou des cananéens, c'est hybride. On ne sait pas très bien on sait pas très bien de quoi on parle, si tu veux. Donc, et même si tu vas en Israël aujourd'hui, c'est un assemblage d'identités, c'est quelque chose avec des gens qui sont pas toujours. Bon, alors, il y a un truc israélien qui est un peu en dessus, peut-être un peu comme les Américains, j'en sais rien. Mais il y a une culture comme ça israélienne et compagnie, mais en fait, ça n'a pas empêché, ça n'empêche pas les gens d'aller chercher des passeports étrangers, des trucs. Enfin, on voit qu'il y a toujours cette tension. Donc moi, le problème de fond pour nous, c'est qu'on n'a pas une véritable identité, si tu veux. Enfin, ontologiquement, moi, c'est comme ça. Donc je vois pas, c'est pas qu'on se convertit, c'est qu'on est obligé de rentrer. On met un nouvel habit, quoi. On met quelque chose, si tu veux, mais ce quelque chose, en fait, ça nous appartient peut-être tout autant parce que nous, on est la forme et eux, ils sont la matière. Ah, ok, ok, on va dire ça, c'est possible, je sais. Mais c'est bien, ça. Maintenant, dit, tu vois, alors là, je pas, non, mais c'est sûr que sur le côté hybridation du judaïsme, c'est sûr que c'est clair que c'est vrai, tu vois, ça veut dire qu'on voit bien, en fait, si on réfléchit vraiment d'une manière, après ça, je vais arrêter parce que je vais aller à la chute, parce qu'on n'a pas avancé dans le texte. La semaine prochaine, vers Hachem, on avance, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est au niveau ce qui est sûr, c'est que tu vois, c'est que dans le judaïsme, il y a une racine sumérienne, il y a une racine égyptienne, il y a une racine tu vois, puisque Midianite, puisqu'on te dit que la prophétie, a priori, ça vient plutôt des tribus africaines, quand on regarde l'histoire de Midian, c'est des Noirs et tout ça, et que Moshe, en fait, il a appris à comment converser avec Dieu à travers donc les techniques de divination, elles sont des imports africains, à mon avis, tu vois, ou quelque chose comme ça, et tu vois, et c'est ce qu'on voit, tu vois, ça veut dire que même déjà au niveau idéologique de la Torah, si tu crois tout ce qui est marqué, il y a une racine sumérienne,
il y a une base égyptienne, il y a une base aussi, tu vois, comme je te dis, midianite, cananéenne. En tous les cas, dans le rapport à la divination, on a l'impression que les Cananéens d'Israël, c'est juste, tu vois, j'en sais rien exactement ce qu'ils foutent exactement. Ils ont l'air d'être très comme. Mais ce que je veux dire, en fait, il y a une hybridation au niveau culturel. Ça veut dire que pour que la prophétie elle soit possible et que le destin d'Israël arrive, il a fallu une sorte de, tu vois, ça veut dire de créer une sorte, il fallait une culture plurielle, quoi, comme s'il y avait plein de civilisations qui avaient des parties de la solution et qu'il a fallu en fait que toutes ces parties de la solution, elles s'assemblent. Pour ça qu'Hachem dit à Abraham de partir de Ur-Kasdim pour aller en Israël, ensuite pour aller en Égypte, ensuite Moshe qui va à Midian et tout ça. Et c'est quand tu fais tout le tour, et en fait après ça qu'il y a comme une sorte de période dans le désert où finalement il y a une méditation sur ces différents héritages qui crée en fait la relation, la possibilité, tu vois, qui crée le code, quoi, grosso modo. Mais on a l'impression, ouais, il y avait une hybridation. Maintenant, est-ce que ça continue comme ça? Est-ce que ça veut dire, ouais, c'est possible, tu vois. Ce que je veux dire, tu vois, à mon avis, tu vois, après ça j'arrête, mais c'est moi ce que je pense vraiment, c'est que la racine, vraiment, la principale quand même, tu vois, du judaïsme, c'est une racine sumérienne. Et je pense, tu vois, et que cette racine sumérienne, ce qui est super intéressant, tu vois, quand tu écoutes, quand tu lis les trucs, tu vois, sur la civilisation sumérienne, c'est maintenant, parce qu'il y a plein de traductions maintenant des tablettes et tout ça, c'est que tu vois, en fait, que pour eux, donc tout était des codes, c'était que des codes. Donc tout le Sefer Yetzirah, en réalité, tu comprends, en fait, c'est sumérien. Et surtout avec des erreurs ajoutées, malheureusement. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont venus, etc. Mais ce que je veux dire, mais en fait, ce que tu vois sur toute cette histoire, c'est que, parce que si tu veux, ce que les Sumériens ils faisaient, ils codaient tout, tu vois, dans la manière dont ils structuraient les villes, ils structuraient, si tu veux, les choses, mais si tu veux, pour eux, le nombre, il venait dans l'action. Ça veut dire, ils disaient des formules, si tu veux, de compte et de prière. Si tu veux, au moment où ils performaient les actions physiques, tu vois, de travailler le champ, récolter la récolte, etc. Ça veut dire, il y avait, pour eux, comme tout était en fait dans une sorte de système qui était codé, ça veut dire c'était que des relations, en fait, si tu veux, à la proportion. En fait, c'est ce que tu vois dans leur truc, c'est que tout est dans le chiffre. Et tout est dans la proportion, et que en fait, si tu veux, c'est comme s'il y a une relation, c'est la proportion qui fait la relation au divin, si tu veux. Et donc, c'était des proportions mathématiques qu'ils avaient avec des chiffres, si tu veux, magiques, qui sont toujours les mêmes, que tu retrouves complètement dans le Sefer Yetzirah, etc. Mais ça veut dire, à mon avis, c'est parti de là, tu vois. Ça veut dire que, et ce que je veux dire par là, c'est que du fait que c'est un code, c'est pour ça, en fait, que ça peut, si tu veux, c'est pour ça, en fait, que ça peut intégrer plein de choses, tu vois. Et en fait, c'est le code qui est vrai. Et moi, je suis sûr, en fait, que quand tu regardes la Gemara, quand tu regardes tous les commentaires, quand tu regardes, si tu veux, dans le judaïsme, c'est en fait ce qu'il y a derrière, en fait, c'est un code, c'est une manière de réfléchir, c'est un code. Que tu vois, plus tu avances, plus tu apprends le truc, plus tu intègres le code. C'est pour ça, en fait, tu vois, que tu vas aller toujours plus loin, etc., etc. Mais tu vois, donc tu vois, c'est comme, je sais pas exact, tu vois, je sais pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est possible que tu vois après ça peut aller en fait avec ce qui se passe avec, tu vois, avec la technologie moderne et finalement, tu vois, ça va arriver à des choses, tu vois, qui sont, tu vois, qui sont à des adéquations, tu vois, des similarités ou j'en sais rien, des possibilités, mais tu vois, mais ce que je veux dire à la fin, c'est que si tu as basé ta religion sur un code, à savoir comment c'est possible, pourquoi oui et non, etc. Comme tu vois, en fait, ils ont fait les Sumériens, tu comprends que ça peut intégrer plein de choses, tu vois. Parce que dans un code, tu peux toujours tout coder, tu vois. Tu peux toujours intégrer des nouveaux trucs. Et en fait, chaque chose que tu vas coder, en fait, elle va s'enrichir et elle va créer une sorte de, tu vois, je sais pas comment dire, tu vois, de structure qui est créatrice, tu vois, qui va, exactement comme l'informatique, ça fonctionne, grosso modo. Et en fait, si tu veux, c'est comme si on a créé de l'informatique à travers vraiment, tu vois, une sorte alors, de quelle observation ils sont partis, j'en sais rien, mais je sais même pas si les chiffres à la base, ils n'ont pas juste été inventés, tu vois. Mais à partir du moment où tu crées un code, même si le code il est en fait aléatoire, en fait, tant que tu te tiens au code, finalement, tu crées du sens, tu vois, à travers le code. Et ça, c'est sûr que c'était ça la base de la civilisation sumérienne, c'est sûr et certain. Ça veut dire maintenant, et tu vois, on a tous les trucs, tu vois. Alors, tu vois, la question, c'est juste de savoir, est-ce qu'ils avaient une observation ou ils ont juste fait random, tu vois. Mais c'est parti de là. C'est parti de là, tu vois. Et c'est clair que dans la Torah, on est sûr, en fait, c'est clair que c'est nous qui avons gardé le code. C'est sûr, parce que tu vois, c'est quand tu vas dans la Gemara, etc., ça veut dire, on ne sait pas, c'est nous qu'on a, si tu veux, dans la Gemara, dans les Midrashim, dans le Zohar, tout ça, si tu veux, et dans la Torah, dans le texte de la Torah lui-même, c'est clair que c'est la matrice. Ça veut dire que la matrice, si tu veux, elle s'exprime dedans, tu vois. Et en fait, comme on sait ça, on a, si tu veux, on a une relation, tu vois, très étrange à ça, tu vois, et ça veut dire très, tu vois, mais tu vois, mais voilà, j'arrête ici, tu vois, mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'il y en a quelque chose, en fait, qui est de très, très moderne, au fond, tu vois. Tu vois, mais tu vois, mais
Je reste tranquille, j'arrête. La semaine prochaine, on reprend le cours normal. Merci pour tout. Razak, merci beaucoup. Shabbat shalom. Razak, Shabbat Shalom.